Bon, merci d'être venu. On a sélectionné parmi tous nos projets le projet Cité des métiers à Pessac. Alors ce projet, on vous le présente pour deux raisons. Un, c'était une commande atypique, un concours, le concours des, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des 50 000, qui a démarré donc en 2013. Je reviendrai après sur cette phase assez brièvement. Et puis la deuxième raison aussi, c'est parce qu'on l'a fait ensemble avec Sophie Dugravier et on travaille sur les projets, comme vous l'avez dit, atypiques, souvent en relation avec le logement et les projets qui nous intéressent particulièrement. Donc on peut appeler ça les pépites. Donc on se retrouve sur ces projets-là. Donc le contexte de la commande, parce que c'est un peu particulier, parce qu'on a regardé un peu les autres conférences et on n'est dans aucun des cas précédents qui ont été exposés par les autres architectes. Donc concours, mais pas un concours type marché public. Donc 50 000 en 2013, ils ont lancé un appel à candidature pour le développement des sites autour des grands axes de transport, notamment l'arrivée du tramway dans certaines zones périurbaines. Et ça, c'était le premier axe de réflexion. Et le deuxième axe, c'était aussi comment concevoir du logement qualitatif, mais compétitif d'un point de vue économique. On sait qu'il y a une demande de logement, mais il y a aussi une demande de logement pas cher, quoi, pour que tout le monde puisse accéder au logement. Donc ça, c'était les deux grands axes. Première phase, donc, appel à candidature, concours multisites, qui simplifie pas non plus l'histoire, une trentaine de sites, je crois, sur Bordeaux et les alentours. Et on devait choisir 3 sites et expliquer pourquoi ces sites et qu'est-ce qu'on comptait faire. Donc là, beaucoup d'architectes ont répondu. On a eu de la chance, on a été sélectionné donc sur un des sites à Pessac, sur un des concours, donc Cité des métiers. Bon, ce concours était particulier parce qu'il y avait aussi 2 sites. Donc on a été amené à faire 2 concours en parallèle, et ce qui fait encore plus de travail. Mais c'était intéressant. Troisième phase, bien sûr, il nous fallait un promoteur. Alors je pense qu'en parallèle, la FAB avait sélectionné des promoteurs, mais comme tout le monde le sait, il y a beaucoup plus d'architectes que de promoteurs, surtout quand il y a des architectes qui viennent de toute l'Europe et de toute la France. Donc l'idée, là, c'était que tout le monde se rencontre et que tout le monde se marie assez vite, en 8 heures. Bon, il y avait toujours des mariages un peu arrangés à l'avance, donc pour certains, c'était une formalité, puisqu'ils s'étaient déjà un peu mariés avant cette fameuse réunion. Mais nous, on n'était pas mariés. Bon, alors, on faisait le tour des tables des promoteurs pour voir s'ils étaient intéressés par ce site et par notre architecture. On a eu de la chance, encore une fois. Eiffage était OK pour partir avec nous. Bon, très bien. Il faut comprendre que donc c'était un couple archi-promoteur qui travaillait. Ça veut dire qu'il y a un engagement financier très fort de la part du promoteur dès le début de l'histoire. Donc ça veut dire qu'il va falloir travailler très 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 sérieusement parce qu'eux, ils ne partiront jamais à l'aventure. Voilà, donc ça c'est le premier point. On commence à travailler sur ce site. Le programme était assez bref, mais ambitieux quand même, puisqu'il s'agissait d'implanter sur ce site, un parc relais d'environ 200 places et une résidence sociale. Comme tout le monde sait, Eiffage Immobilier donc, est un opérateur privé, à l'inverse d'un bailleur social. Donc lui, il avait aussi un exploitant aussi, par la suite pour cette résidence. Donc là, vous voyez, s'affiche ce logo et tout le projet en fait est contenu déjà dans cette image. Là, on ne va pas vous détailler toute l'histoire du concours, les péripéties, les reprises d'études, etc. On va plutôt vous présenter le projet puisqu'il a été livré. Donc une aventure qui a commencé en 2013 et qui a été livrée en juillet, je crois, 2017. Donc on a eu la chance de gagner ce concours, suite aussi à un oral. On était contre W Architecture, donc des Toulousains, je ne sais pas si vous connaissez, NP2F des Belges, l'ARAD, et aussi, je dois en oublier,
Non, c'est ça, on était 4. Donc on a eu la chance de gagner, donc là on était assez contents, bien entendu. Il s'est avéré que sur ce site, la personne ne voulait de logement privé. Il fallait un projet social. Donc là, on a eu encore de la chance parce qu'Eiffage Immobilier, ils sont aussi constructeurs via Eiffage Construction. Ils ont donc décidé de construire le bâtiment et ensuite de le vendre en VFA à Aquitanis. Donc, est rentré dans le jeu Aquitanis, un autre interlocuteur. Voilà, donc peut-être on va vous présenter le projet. Ce qu'on veut préciser, c'est qu'Aquitanis, enfin vous devez le savoir, est un bailleur social. Donc l'objectif, c'était de faire une résidence sociale. Et donc une résidence sociale au-dessus d'un parc relais. Donc le site, on voit assez bien les différents tissus. Donc on voit l'avenue de Canéjan, la grande avenue en bordure de notre site. Un tissu pavillonnaire assez lâche en vis-à-vis, à l'ouest du site. Des grands équipements, il y a un lycée important qui est en haut sur l'image et qui est au sud, c'est le lycée de Gerd. Il y a aussi un équipement lié à la formation qui est l'AFPA, qui est en bas de l'image. On voit un grand espace boisé classé. Ce qui manque sur cette image, qui est une image, et puis la zone d'activité de Bersol, qui est très importante à l'arrière du site. Ce qui manque sur cette image, c'est une image Google de l'époque du concours, c'est d'une part l'arrivée du tramway, avec la ligne de tramway qui passe devant, le long de l'avenue de Canéjan, et la construction de Cap Métier, qui est aussi un équipement fort, lié aussi à la formation, donc qui vient conforter tous ces équipements déjà en place. Donc nous devons construire une résidence pour des gens qui sont soit en formation, soit des jeunes travailleurs et aussi des chercheurs. Donc là, sur cette image, on ne voit pas encore le tramway qui va relier en fait de Pessac-Alouette, si vous connaissez un petit peu Pessac, passer devant Xavier Nozan, donc tourner sur l'avenue de Canéjan pour aller jusque vers le centre de Pessac et bien évidemment relié au centre de Bordeaux. Donc on voit bien que c'est un quartier qui est en pleine mutation avec du fait de cette arrivée du tram et de ces gros équipements Cap Métier, le quartier et notre résidence. Donc une vue plus rapprochée du site, alors là qui est au moment, un petit peu avant que nous démarrions le chantier, on voit que Cap Métier, qui est donc lié aussi à la formation et à l'emploi, juste à côté de nous, est pratiquement en phase d'être livré. On voit également la station du tram qui est là, qui est en vis-à-vis, et des bâtiments qui vont être démolis pour laisser la place à la résidence. Voilà. Donc, comment travailler à cet endroit? C'est quand même un projet, enfin un programme qui est a priori peu compatible. Un parc de stationnement avec 200 places et puis 157 logements. Comment faire sur ce site? On s'est posé plein de questions et pour ça on a fait plusieurs diagrammes. On s'est aperçu quand même assez vite avec une simulation que le parc relais allait occuper la totalité de la parcelle. C'est-à-dire pour arriver à caser 200 places, la parcelle était pleine. Donc, il va falloir trouver une façon d'installer nos logements. Donc, pour que ces deux programmes, qui a priori sont pas faciles à concilier, on a installé une dalle haute à 3,50 m. C'est un sol artificiel. Ça va être le terrain d'assises de notre résidence. Il abrite une partie des stationnements, pas la totalité, à peu près les 2 tiers. Et ce sera l'assise de notre résidence en partie haute. En même temps, le parc relais sera partiellement abrité. Et dans cette dalle, on découpe 2 entailles franches qui seront végétalisées. Ça va nous permettre plusieurs choses. D'abord, d'apporter de la lumière pour les stationnements au-dessous, de se repérer quand on est piéton ou automobiliste vers les sorties,
Et en même temps, cette croix, elle sera végétalisée, elle va monter dans les étages, ce sera des jardins verticaux, on va en reparler un petit peu plus loin. Ici, on voit donc la station du tram, juste en face de notre site, et l'accès des voitures pour le parc relais qui se fait exclusivement par l'arrière, par une voie qui a été créée pour desservir 4 métiers à côté et notre résidence. Aucune voiture depuis l'avenue de Canéjan. Donc, nous allons conforter notre croix végétale avec 2 lignes douces de part et d'autre sur les limites séparatives. Au nord, en liaison avec Cap-Métier, on a une bande qui est assez large, 14 mètres, sur laquelle il va y avoir une allée piétonne et une allée cycliste et piétonne et une noue paysagère qui sera en pied de notre bâtiment. De l'autre côté, il y a un bâtiment qui est pour l'instant plus ou moins désaffecté. On ne sait pas quelle va être son évolution. Donc nous plantons également une haie et des arbres. Donc des cheminements doux et les voitures qui sont exclusivement réservées, dont l'accès réservé est à l'arrière. Donc on peut traverser le site, mais de façon maîtrisée. On ne mélange pas les flux. Il y a le volume interface. Alors oui, j'oublie le plus important, c'est qu'on a posé un volume, ce qu'on voit en orange, là, en bordure du parvis, c'est un volume interface. Qu'est-ce que ce volume? Qu'est-ce qu'il va nous permettre? Il va nous permettre des échanges, effectivement, entre l'espace public, du tram, du parvis. Il sera aussi un filtre pour la résidence et pour le parc. Donc il crée des porosités entre le parc relais et l'espace public, mais en même temps, nous allons voir que ça va filtrer les flux. Au-dessus de cette dalle, assez vite, on a l'idée de fragmenter des volumes pour nos logements. Donc ces petits volumes, on les répartit, c'est ceux qu'on voit en bleu sur l'image, ces petits volumes, on les répartit en périphérie de la dalle. Donc voilà, là, et on réserve en cœur au milieu, puisqu'ils sont sur la périphérie, au milieu, on réserve ce qu'on voit là en jaune avec cette image un petit peu trapézoïdale, un objet qui sera en fait l'idée d'avoir un maximum d'espace partagé, mutualisé pour l'ensemble des résidents. Alors ça c'est le plan masse, et c'est un plan masse, il n'est pas très joli, mais c'est le plan masse qui est le plan masse du permis de construire. Si on vous a mis ce plan masse, c'est parce qu'il est assez informatif. On voit donc bien la station de tram, on voit que Cap-Métier là qui s'est installé, c'est un bâtiment relativement important avec les parkings réservés à l'arrière lui aussi, et notre résidence. Donc 5 bâtiments qui se répartissent en périphérie. La croix verte, qui reçoit une structure métallique, qui sera végétalisée qui fera des jardins verticaux dans les étages. Sur ce plan, et en cœur d'îlot, ce que nous avions défini comme un espace partagé, qui est en gris un peu plus clair, et nous en parlerons après. Sur ce plan, on voit donc une partie des stationnements, parce qu'en cours d'élaboration du projet, au début, nous avions la totalité des places de stationnement qui étaient mutualisées entre le parc relais et la résidence, et puis après, de multiples demandes d'une part de la mairie, des riverains, nous avons privatisé une partie des stationnements pour la résidence, que nous avons disposé au sud du terrain, en limite séparative. Et on ne voit pas les places de stationnement du parc relais, parce que c'est Bordeaux Métropole qui va déposer un permis d'aménagement en parallèle de notre permis de construire, même si c'est nous qui avons conçu, bien évidemment, en collaboration avec eux, avec de multiples réunions, c'est nous qui avons conçu la disposition de ce parc relais, mais il ne fait pas l'objet de notre permis. Et sur ce plan, on voit également l'accès des parkings à l'arrière et l'accès des piétons depuis le parvis.
ce fameux volume qui va être un filtre entre l'espace public et le parc et l'espace boisé en arrière, on y installe des activités. Donc on a 3 locaux d'activités qui sont représentés ici en bleu. Et puis nous avons en jaune le point d'accès unique à la résidence qui va être au-dessus dans les étages. C'est un hall double hauteur. Et puis on a quelques locaux techniques qui font un tampon aveugle en fond de parc. On a matérialisé aussi, on voit bien qu'il y a l'accès piéton qui est réservé au parc relais entre les locales d'activité et le hall, et deux accès indépendants pour les voitures, un accès au parc relais et notre accès pour les stationnements de la résidence. On voit également en pointillé une partie de ces stationnements qui sont abrités, c'est l'emprise de la dalle haute. Et on perçoit aussi donc toute la structure de parking qui va bien nous intéresser pour ce qui se passe au-dessus, puisque la trame structurelle des parkings sera reconduite, pas sous forme de poteaux-poutres, mais dans les étages. Et c'est ça qui va aussi nous dimensionner les logements un petit peu au-dessus. Juste une chose qu'il faut préciser, donc la complexité, une des complexités de ce projet, c'est justement de superposer un parc relais et une résidence sociale. Du stationnement, ça se fait, on le voit toujours, mais là, ça veut dire que se superposent 2 maîtrises d'ouvrage. Parc relais en bas, qui est dissocié de notre maîtrise d'ouvrage, mais on est forcément amené à, puisqu'on se superpose, à concevoir ensemble et à décider comment vont passer les fluides, comment va être la structure, etc. Qui va payer quoi, ce qui amène à faire ce qu'on appelle une division en volume pour savoir exactement jusqu'où le parc relais va. Donc est-ce qu'il va jusque sous la dalle, à la moitié de la dalle, auquel cas il faut qu'il paye la moitié de la dalle. Vous voyez, donc il y a cette complexité et c'est la première fois que justement on arrive sur la région à construire au-dessus d'un parc relais. Depuis, les parcs relais, eux, souhaitent que ça se fasse ou en tout cas que ce soit envisageable dans tous les cas, ne serait-ce que pour des questions de réversibilité. Et aussi, on peut dire, de densité, puisqu'on sait qu'il faut quand même densifier la ville, et donc d'avoir des terrains aussi moins chers, puisqu'en fait, il est payé par deux maîtrises d'ouvrage. Oui, plus on superposera, moins on consommera de terrain, et moins on s'étendra à la périphérie des villes. Sur cette axonométrie, en fait, on voit bien la maîtrise des flux, qui est repérée en jaune, donc avec la dalle haute donc on voit en jaune sur laquelle on circule, c'est la circulation horizontale pour les piétons, et les circulations verticales réparties dans nos 5 bâtiments. Mais cette image elle est aussi intéressante pour deux raisons. Le PLU, qui forcément a de multiples contraintes, là en fait ça nous a bien servi. D'une part, parce que nous avions donc réservé le cœur de la résidence pour des espaces partagés, mais on avait un petit problème, c'est qu'on nous demandait de prévoir 1,50 m par logement, soit plus de 200 m², pour les vélos sur cette opération. Bien évidemment, Bordeaux Métropole ne souhaitait pas du tout qu'on grignote l'espace au niveau du sol, donc le parc relais lui-même. Donc, on a proposé d'installer les vélos sur la dalle haute, donc au niveau de notre circulation horizontale de la résidence. Ça n'a pas été simple, mais comme c'était une obligation du PLU, tout le monde a fini par être d'accord. La deuxième chose qu'on voit aussi sur cette image, c'est que par rapport à la limite séparative sud, nous étions assez proches, environ un peu plus de 10 mètres, et donc l'épandage imposé par le PLU nous a plus ou moins obligés d'avoir des grandes terrasses devant nos logements au dernier niveau, puisqu'en fait ces 5 bâtiments se développent sur 3 niveaux. Ici, c'est donc la volumétrie de la résidence, avec en jaune repérer la multiplicité des espaces partagés.
Alors on a déjà dit, j'ai déjà dit les espaces partagés. C'est un point qui est assez majeur sur ce projet. On a multiplié des petites salles de réunion, des espaces de coworking, des salles de détente, des buanderies, et puis cette grande serre pour soi-disant les vélos, mais finalement on sait bien que dans la vraie vie il n'y aura pas 157 vélos. Donc il y a un atelier de réparation et puis on verra aussi, on développera un petit peu plus tard d'autres possibilités. Donc en jaune sont repérés ces différents espaces partagés qui sont répartis vers le cœur d'îlot, mais dans chaque bâtiment. Dans chaque bâtiment nous aurons une salle de réunion ou une autre prolongée par des terrasses. C'est important cette notion d'espace partagé parce que ce sont des cellules minimales. La plus petite, elle fait 16 mètres carrés et la plus grande, elle doit faire 23 mètres carrés. Donc, si on ne compense pas un petit peu ces mètres carrés par des espaces plus généreux et communs, ça devient vite assez difficile, à notre avis. Donc ça, c'est notre niveau ray de dalle, qui est, c'est un plan. On revient à un plan concours. On a mélangé quelques phases, mais c'est pour être plus explicite. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce niveau? On s'aperçoit que le hall double hauteur, donc unique point d'accès à la résidence, là, à partir de là, tout est évident. On arrive par l'escalier, on est en face du pôle d'administration. Pôle d'administration il y a un personnel en permanence sur le site, d'une part pour encadrer le foyer des jeunes travailleurs, et puis aussi pour la partie Aquitanis. Donc, on arrive face à l'accueil, on est orienté. On voit également, il y a 2 petites buanderies qui sont incluses dans ce volume au centre, au cœur. Des accès pour chaque bâtiment, avec chacun sa circulation après verticale autonome. Et puis des petites salles réparties, on le voit puisqu'on en répartit dans chaque bâtiment. Donc sur le parvis, on a une petite salle d'études, des salles de réunion plus informelles en haut là dans le bâtiment A, et surtout la serre. Alors la serre maintenant c'est un détournement d'une serre horticole. On l'a détourné de sa vocation première puisque finalement donc c'est une surface qui est pas très chère, qui est couverte, qui est fermée pour la partie atelier vélo et qui est ouverte, enfin qui est couverte mais non fermée et prolongée par une terrasse vers l'espace boisé classé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'est, on a cet espace boisé classé qui est conservé et donc s'ouvre sur cet espace. Donc toujours dans la générosité autour de terrasses partagées, de choses communes pour permettre de vivre ensemble, séparer chacun chez soi, mais bon, finalement le chez soi est un peu petit, mais de façon intime, puisqu'on le protège soit par cet écran végétal qui enlève des vis-à-vis, on verra aussi les équipements au niveau des logements, mais aussi de pouvoir se retrouver ensemble à un petit nombre ou même plusieurs, et pour travailler aussi si on le souhaite. Ça, c'est un zoom sur la dalle haute, donc sur notre espace de circulation, où on voit donc les entrées aux différents immeubles. On voit également la piste cyclable d'étage qui va nous donner accès à notre atelier de vélo. On a d'ailleurs dimensionné l'ascenseur, c'est un monte-charge qui permet d'y accéder depuis le niveau de la rue. Et dans cette serre, dans la partie fermée, on installe un container dans lequel il y aura une mini-cuisine. Ce volume qui est assez important va nous permettre effectivement de pouvoir faire des ateliers, d'avoir des activités ponctuelles, des événements ponctuels ou d'autres activités qui soient ainsi offertes à tous les résidents, puisque tous les espaces partagés que nous avons disposés dans chaque bâtiment sont ouverts à la totalité des résidents, y compris aux jeunes travailleurs, ce qui n'était pas gagné au départ. Niveau R+2, où on voit donc les salles, on a encore 2 salles de travail qui donnent sur le parvis,
Et là, on commence à voir la disposition de nos logements. Alors, en cœur d'îlot, on a une partie du foyer de jeunes travailleurs. Ce sont les logements les plus petits, qui font 16 mètres carrés, qu'on vous montrera un petit peu plus par la suite. Après, la plupart, ce sont des logements qui font 21 mètres carrés, les T1. Donc, comme ça, c'est pas... voilà, mais qui ont toujours des circulations. Alors, comment sont dimensionnés ces bâtiments? C'est des bâtiments qui sont un peu épais, ils font 15 mètres de large. Pourquoi 15 mètres de large? Parce que ça correspond à la trame de parking, qui est 5 mètres de stationnement, une bande de roulement et une bande de stationnement, 15 mètres. La trame structurelle dans l'autre sens, c'est 3 places de parking, ça fait 7 mètres 50, et 7 mètres 50, divisé par 2, on a 2 logements de 3 mètres 75 environ. Voilà pour le gabarit de nos logements. Donc, la résidence des jeunes travailleurs, la partie du foyer des jeunes travailleurs en cœur d'îlot avec les plus petits logements, et puis après répartis en périphérie, donc les chercheurs qui ont les mêmes logements, des P1, et les autres résidents, on verra aussi que là, il y a plusieurs typologies. Il y a aussi des appartements dans les angles qui sont plus importants et qui sont plutôt pour de la colocation ou des gens qui vivent en couple ou des femmes seules avec un enfant. Donc là, on voit bien nos terrasses, toujours partagées au sud, les petits espaces partagés toujours répartis avec les terrasses en prolongement, les chercheurs qui ont une terrasse qui est privée pour eux, qui donne sur le parvis, et ces circulations qui sont toujours... alors elles sont étroites, puisqu'elles ne font qu'1,20 m, c'est pas large, mais elles sont toujours éclairées soit par les halls d'accueil qui sont vitrés, les sas d'entrée, et toujours aux extrémités également, par les salles communes, et aux extrémités, toujours nous avons des percements, donc toujours des porosités, toujours des visées, des aperçus, on n'est jamais dans des locaux enfermés. Je crois qu'il faut juste rajouter qu'on insiste sur la structure parce qu'on sait que ce sont des projets qui doivent être économiques et le gros œuvre, donc tout ce qui est béton, consomme beaucoup d'argent du projet, forcément dans tous les projets. Donc déjà, si la structure est rationalisée au maximum, gros œuvre, ça veut dire que les fondations le sont aussi, etc., et qu'on fait des économies. Donc ça, c'est un point de départ assez important. Là, vous avez quelques exemples de typologies, parce qu'au concours, on avait proposé beaucoup de typologies différentes. Après, on a un petit peu simplifié, mais on a quand même des T1, T1 bis, T1 prime, des T2, etc. Sur le premier logement, ici, là, bon, comme c'est une cellule minimale, on s'est aussi battu pour que ces logements aient un maximum de surface vitrée. Bon, je vous passe les détails, qui passent quand même tous les calculs savants de l'ART, etc. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans ce logement qui est en profondeur, tout d'un coup, il y a une échappée visuelle. On n'est plus entre quatre murs. L'espace s'agrandit d'autant. Donc ça, c'était déjà important pour nous. Le deuxième point qu'on a développé avec Eiffage, alors ça, c'est aussi bien d'avoir bossé avec Eiffage Construction parce qu'ils sont très au point sur le chantier, etc. Mais aussi, ils ont une usine au Mans qui préfabrique certaines choses. Donc on est parti sur des cabines ici, des cabines de douche et des blocs cuisine préfabriqués. C'est un travail assez intéressant de calage en amont parce qu'après on va au Mans et on valide le premier de série. Et ensuite, les 157 cabines sont amenées en camion. Ils sont livrés, finis, sur le chantier. Ça, c'est une énorme source de garantie de finition parfaite. Puisqu'on n'a plus 15 petits bonhommes qui sont rentrés dans cette salle de bain pour faire toutes les finitions. Non, ça a été fait en usine et ça arrive nickel. Donc ça, c'était assez intéressant comme travail. Donc la typologie la plus répandue, c'est celle-ci. Ensuite, au dernier niveau, on a fait basculer ces typologies dans l'autre sens.
En fait, c'est assez intéressant parce que celle-ci, elle fait quoi? 21,5. Celle-ci, elle fait 25. Il n'y a pas de mètres carrés. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'empêche que d'avoir basculé ces typologies dans l'autre sens, dans le sens de la longueur, on a toujours la même salle de bain, mais il y a un sentiment d'espace quand on rentre dans ce logement qui est assez intéressant. Et ensuite, là, c'est un zoom sur ce qu'on peut dire un T2. Donc, nous, on insiste toujours dans nos logements pour que les habitants puissent s'installer comme ils veulent dans le logement. Ça veut dire ne pas prédéfinir. Alors, cette pièce, ce sera la cuisine, celle-là, c'est l'entrée, et celle-là sera la chambre. Des pièces plus indéterminées laissent un plus grand choix d'occupation. Donc on a 2 grandes pièces ici, enfin 2 pièces on peut dire, équipées de chacune d'un lavabo. Ce qui veut dire tout de suite que ça peut être soit une chambre, soit un bureau, ça peut être pour un couple qui a un enfant à la limite, et toujours la même salle de bain préfabriquée, une cuisine plus grande qui est partagée. Ça peut être une colocation aussi. Ces appartements, comme l'a dit Sophie, sont plutôt aux angles pour bénéficier d'une double orientation. Là, c'est la perspective concours. Alors, nous, on aime bien rester fidèles à nos concours. On appelle ça, enfin moi j'appelle ça tenir la barre. Et donc on verra que le projet, il est assez similaire. Par rapport au concours, il s'est un peu dédensifié, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il était un peu trop dense en face concours. Donc là, on voit la façade sur le parvis, avec le hall qui est marqué par la couleur, le hall double hauteur, et au-dessus, des salles d'activité partagées, et ici les logements, et enfin les derniers niveaux en retrait. Ce qui nous a permis d'avoir des terrasses, qui n'étaient pas gagnées au début, parce que pour des petits logements, leur offrir des terrasses, c'était encore financièrement un peu difficile. On peut dire aussi que le retrait, c'était important, parce que de même qu'on a fait des volumes fragmentés pour avoir des séquences visuelles, mais au niveau de ce site et de ce quartier aussi, et notamment par rapport à Cap-Métier, qui est quand même un gros bâtiment assez unitaire, avec une grande toiture, nous, le retrait aussi, c'est un petit peu une discrétion aussi par rapport à la rue. On s'est mis en retrait pour les volumes de dernier niveau. Et après, on peut voir ici qu'il y a le parc relais qui est couvert. À l'époque du concours, rien n'était clôturé. Nous, on avait imaginé d'ailleurs que le parking pourrait être mutualisé entre parking résident et parc relais. Mais on verra qu'après, c'est pas forcément toujours facile dans l'opérationnel de conserver cette idée de mutualisation. Sophie l'a dit, déjà, c'est bien, parce que les jeunes travailleurs partagent tous les services avec la résidence sociale. C'était pas gagné parce que tout simplement, c'est 2 gestionnaires différents. Donc après, bien sûr, s'il y a partage, il va falloir derrière calculer toujours qui paie quoi et qui gère quoi. Donc c'est un peu plus compliqué d'un point de vue administratif, mais ça, c'est passé. Et là, on aperçoit les fameuses failles, ici, la faille plantée et la deuxième faille qui est l'accès des piétons vers le parc relais. Toujours perspective concours, plus zoomé sur le hall. Une salle d'activité, pareil. Les salles d'activité, on les a toujours liées à des espaces extérieurs assez généreux pour compenser le manque de terrasses privatives des logements. Chantier, tu continues ou tu veux que je... Comme tu veux. Bon, tu m'es égal. Je sais pas, comme tu veux. Bon, là, on passe au chantier. On va aller assez vite sur le chantier. La dalle haute est construite. Certains murs séparatifs en le logement sont réalisés en béton, sur la trame dont Sophie a parlé. Viendra ici une cloison SAD qui va définir 2 logements. Et là, voilà les fameuses salles de bain préfabriquées qui arrivent complètement protégées et qui seront débâchées à la fin. Vas-y, Sophie. Vas-y, bon, voilà, c'est un zoom sur le hall double hauteur et les salles au-dessus. On voit également les coursives là, qui relient le bâtiment, l'accès principal aux autres bâtiments. On voit également sur le béton l'isolation par l'extérieur
et qui commence à être posée, puisque en fait le choix qui a été fait après les études thermiques, etc., c'était d'isoler par l'extérieur. On verra après que le revêtement qu'on a choisi. Ça, c'est le montage de la serre. Alors ça, c'était assez marrant parce que c'est très rapide. On avait travaillé en amont sur cette serre avec des fabricants. On savait ce qu'on voulait et donc ça s'est monté en quelques jours. Une fois que tout a été défini, que Eiffage avait tout préparé sur la dalle, je crois qu'en une semaine, la serre s'est montée avec des petites nacelles. Bon, ça, c'est encore une autre vision de la serre où on voit le container qui a été livré d'ailleurs avant le montage de la serre, parce qu'après ça aurait peut-être été difficile de le mettre dedans. Donc pareil, la grue a livré ce container juste avant. Et on voit l'espace boisé classé au fond. Encore une image de la serre avec le chantier, la vie du chantier. Et oui, non, et un grand hall avec une salle au-dessus et une terrasse qui est en cours de construction. Là, c'est sur une passerelle, l'isolation, qu'est-ce qu'on peut dire, l'intersection de nos deux. On voit que le chantier du Parc Relais se fait en parallèle, hein, puisqu'il y a deux entités différentes qui construisent. On a dit Bordeaux Métropole et Eiffage, et ils s'entendent bien, tout se passe en parallèle, en concertation. Après, on ne vous a pas parlé de toutes les péripéties, c'est d'ailleurs un bien grand mot, mais pendant les études, toutes les réunions qu'il y a eu, réunions avec les riverains, réunions avec les financeurs. Certains ont taxé le projet d'ailleurs de prison, mais ça, c'est pas grave. Réunion avec les pompiers aussi, qui étaient complètement contre la croix verte plantée, qui donnait sur des logements parce qu'ils disaient risque de feu, risque de jeter sa cigarette au milieu des feuilles mortes en automne. Donc voilà. Aussi complexité quand on veut construire au-dessus d'un parc relais des logements, parce que c'est un stationnement, c'est une zone à risque. Donc il y a après des règles spécifiques à observer, telles que C+D, vitrage par flamme, etc. Et tout ça, en fait, a aussi des implications économiques derrière. Donc il faut gérer au mieux tous les problèmes et toutes les demandes de chacun. Ça se fait. Il vaut mieux l'avoir anticipé avant le démarrage du chantier, parce qu'un projet qui est bien abouti, en phase étude, il y aura plus de chances qu'en phase chantier, il y ait moins de problèmes et surtout qu'il soit réalisé. Hein. Voilà. Je pense que ça, c'est important de le noter. Et après, un point aussi hyper important, c'est d'avoir des PC, permis de construire, hyper bien faits pour qu'après, on ne s'éloigne plus du projet. Sinon, tout peut être objet encore à négociation pendant le chantier et on peut perdre un peu l'image du projet. Oui, ce qu'on peut rajouter, c'est que ce qui était un petit peu particulier aussi, et qui est un petit peu inhabituel, c'est qu'on avait l'enveloppe, on connaissait le montant du marché, mais pas le détail, on n'a jamais eu. Or, dans un chantier, puisque quelquefois il y a effectivement pas des accidents, mais des péripéties, c'est bien de pouvoir avoir la maîtrise financière pour pouvoir juger de ce qui est important de conserver, où on peut lâcher les choses, etc. Et ça, on ne l'a pas eu. Là, une vue rapprochée sur une salle avec ses terrasses, et on commence à voir l'habillage des façades. C'est donc un bardage avec une petite onde à luzingue, parce que ça capte bien la lumière, et le même bardage mais en jaune qui là marque la faille, et ce bardage est encore identique et il est perforé pour protéger une partie des terrasses en avant de la salle. Là, le projet est bien avancé. Donc, la structure ici commence à être montée. Elle est équipée de câbles et la végétation devra palisser cette structure pour gérer les vis-à-vis et introduire le végétal dans la hauteur. Donc, il va s'agir finalement de 2 jardins verticaux.
Le bardage est posé. Les garde-corps sont en cours de mise en œuvre. Alors, il y a plein d'astuces aussi pour rester dans un coût compétitif, mais avoir un projet intéressant. Par exemple, ici, on a inséré dans le garde-corps, dans la main courante du garde-corps, les luminaires. Ça répond à ce qu'on voulait, c'est-à-dire une ligne lumineuse qui souligne les cheminements et qui attire les habitants vers la serre. Et 2, ça nous permet d'avoir des luminaires pas très chers, parce que de toute façon, ils sont insérés dans la main courante. C'est des petits détails partout qui font que le projet, à la fin, est intéressant et compétitif. De la même façon, on verra plus tard, on a un garde-corps qui, lui, par contre, est épais, tout ça, on verra plus tard. Ouais, justement, là, on a... Ça, c'est vu depuis le fond du parc du parc Relais, une vue vers la serre. On voit une grande bande jaune, là, au-dessus des stationnements. En fait, c'est un garde-corps très épais qui se transforme en talanquère. On peut s'y accouder. Donc, toujours dans l'esprit que les gens puissent se regrouper en petit nombre ou à plusieurs s'ils le souhaitent, et ils s'ouvrent vers l'espace boisé. Alors là, c'est donc une vue. Alors là, maintenant, on va vous montrer des photos à la livraison du projet. Donc ça, c'est depuis le parvis, et on voit bien le hall double hauteur, très transparent. Là, on a un petit peu inversé ce qui se passe d'habitude. Très souvent, pour accéder à un hall, on a une porte vitrée. Là, c'est des portes pleines. On les a multipliées. D'abord, parce que ça nous paraissait intéressant de rythmer cette façade. Et d'autre part, c'était une bonne réponse pour les issues de secours, pour les 160 personnes quand même qui occupent la résidence là-haut. On voit également les salles à l'étage, avec une grande baie, par exemple, dont le vitrage est en retrait. C'est des petites subtilités de façade. C'était un grand volume vitré. J'en parle parce que ça a été un des enjeux aussi au moment du chantier. On voulait nous mettre un poteau intermédiaire, des menuiseries. Bon, non. Finalement, ils ont accepté de mettre cet énorme volume vitré, ce qui nous paraissait beaucoup mieux sur le parvis. Alors là, on est dans le hall. Bon, qu'est-ce que c'est que le hall? D'abord, il n'est pas chauffé. Hein. Il est bien évidemment, il est, comment dire, oui, il est isolé, bien sûr. C'est du vitrage, du double vitrage, mais il n'est pas chauffé parce que c'est un volume vide. Finalement, il n'y a que les boîtes aux lettres et puis la signalétique. On voit qu'on reprend également le bardage perforé là qu'on a vu sur les terrasses en plafond. Voilà, c'est toujours le même vocabulaire. On essaie de reconduire. Là, c'est la structure métallique qui est en place. On devine un petit peu les câbles, évidemment. Ça vient juste d'être planté, donc pour l'instant, ça peut encore monter. Et puis, c'est un endroit du passage, donc à cet endroit-là, il n'y aura pas de végétation, puisque c'est le passage de liaison entre deux bâtiments. Et on voit la percée visuelle vers l'est, vers l'espace boisé classé, et on aperçoit juste une des entrées qui est signalée en jaune. Là, on est à l'intersection de la croix plantée. On commence à voir la végétation là qui vient d'être plantée en bas, la structure avec ses câbles. On regarde vers le parvis, hein, avec en jaune, donc toutes les salles communes qui sont en vis-à-vis, en cœur d'îlot, mais en vis-à-vis des foyers des jeunes travailleurs. On voit l'administration qui est sous le bâtiment au centre, là, qui sont les bureaux et les buanderies. Donc toujours ce système de repérage pour les parties communes. Pour le foyer de jeunes travailleurs, là, que vous voyez au centre, on a changé de type de bardage. On a une onde beaucoup plus large qui correspond plus aux proportions du bâtiment, et on change de système de fenêtres parce que comme ils sont au cœur du projet, ils bénéficient de plus d'intimité.
Et enfin, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on a fait appel à un paysagiste qui sort de l'école de Bordeaux d'ailleurs, pour travailler avec nous sur la croix plantée, pour être sûr que ça pousse dans les meilleures conditions. C'est lui qui définit les essences, c'est lui qui travaille avec nous sur tout le volet paysager du permis de construire. Et c'est une chose assez récurrente dans notre façon de travailler, de faire appel à des paysagistes, parce que je ne pense pas que le paysage soit totalement dissocié de l'architecture et vice-versa. Donc je tenais à souligner que le paysage c'est très 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 important, surtout à la livraison du bâtiment. Oui, c'est ça. Bon, ben là aussi, il y a le paysage qui est important. Il y a la signalétique pour nous aussi. Donc quand on peut et quand la maîtrise d'ouvrage est d'accord, on travaille aussi sur tout ce qui est signalétique pour qu'il y ait une unité et une cohérence jusque dans la façon de circuler et d'atteindre son logement. Ça, c'est important. Après, il y a aussi la mise en lumière pour nous qui est importante. On ne peut pas toujours travailler avec des spécialistes de l'éclairage, mais on accorde beaucoup d'importance à ça. Et pareil, on définit bien tout ce qui est éclairage en amont pour ne pas, après, avoir de surprises sur le chantier avec des choses moches. Là, donc ce container, qui est un container d'ailleurs d'occasion, qui est Fage à récupérer, je ne sais pas trop où, mais bon, il n'a pas dû coûter trop cher, donc ça c'est bien. Et l'intérieur de la serre, qui est à la fois l'abri vélo, mais lieu de festivité pour l'ensemble des résidents. Une des entrées vers une des unités résidentielles, parce que 157 logements, c'est pas mal. Donc l'avoir dans 5 bâtiments, ça morcelle un peu le nombre d'habitants regroupés dans un bâtiment. Oui, parce qu'il y a un maximum 36 à 40 personnes dans chaque bâtiment. Là, au-dessus, on ne le voit pas trop parce que c'est pas éclairé. Mais ici, le bardage est micro-perforé parce que derrière, il y a une terrasse partagée aussi. Ce qui est bien quand on protège un peu ces espaces, c'est que les habitants pourront un peu faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a aussi quand même un certain contrôle. Ils ne veulent pas avoir du bazar sur les terrasses. Ils ne veulent pas tellement que ce soit envahi visuellement. Là, comme ça, tout le monde peut faire ce qu'il veut sans déranger finalement l'exploitant de la résidence. Là, on a une vue intérieure, donc avec le hall d'entrée vitré, qui éclaire les circulations. C'est ce qu'on avait dit, elles sont étroites, mais finalement elles sont toujours éclairées et par le sas vitré et également par des volumes vitrés en bout. Ça, c'est une des typologies les plus classiques. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit que la baie vitrée occupe pratiquement tout le mur de la façade. Il y a une allège qui est très basse, donc, et un pan de mur qui nous permet de replier le rideau d'occultation, qui vient en complément de ce que nous avons défini. Alors, ce volume vitré, il a la moitié d'une partie ouvrante et le reste est en partie fixe. Et il est équipé de volets roulants coulissants, drôle de lapsus, de volets roulants, parce que ça c'est récurrent dans les logements, il faudrait mettre essentiellement des volets roulants. Donc là non, nous avons des volets coulissants et qui sont en métal perforé. En fait, c'est la même onde que le bardage, mais il est micro-perforé. Ça a été un enjeu, ces volets, parce qu'à un moment donné, il y avait des doutes sur la pérennité, est-ce que ça allait être facile à manœuvrer, etc. Donc on aurait bien aimé qu'on envisage autre chose. Mais on a eu la chance de pouvoir faire un prototype, et ce prototype a été validé finalement par tout le monde. Donc prototype de la façade avec les volets. Ce qu'on voit aussi sur cette image, c'est que effectivement le volume est assez petit, mais le mobilier, en fait nous avions fait une présélection, mais petit à petit on nous a demandé de choisir finalement dans un seul catalogue, et ça c'est un petit peu un regret, parce que le choix était quand même assez limité, ne correspond pas tout à fait à ce que nous souhaitions. C'est un peu dommage de ne pas aller jusqu'au bout. Voilà. Et pour revenir sur ces fameux volets, parce qu'ils ont quand même fait l'objet de discussions assez âpres en chantier, parce que certaines personnes voulaient carrément les supprimer en pleine façade sud. J'ai trouvé, c'était pas très très logique. Heureusement, ils étaient dans le permis de construire.
Donc ça paraissait difficile de ne pas les poser. Et puis on les avait bien défendus aussi auprès de la mairie en disant que les logements au niveau de la rue, en fait d'espace public, allaient être protégés par des volets coulissants qui faisaient donc on n'allait pas voir comme on voit assez fréquemment un bout de voilage ou de dentelle avec des cartons ou bien des tas d'objets derrière la façade. Donc ils avaient quand même plusieurs raisons d'être. Donc ils sont restés. Là, on est sur les derniers niveaux. Donc, on a à gauche la station de tramway et les coursives qui relient 3 bâtiments. En bout, le bâtiment de chercheurs. À droite, là, vous apercevez le foyer de jeunes travailleurs. Et là, la photo est prise de l'entrée du foyer de jeunes travailleurs. Les fameuses terrasses qui sont au dernier niveau, qui sont liées toujours à des espaces communs. Et vous voyez bien qu'il y a du pavillonnaire au fond, mais je pense que ce sera amené à disparaître à long terme. Ces fameuses typologies en longueur qui font que tout à coup la cuisine est en retrait, donc quand on est dans la pièce principale en train de travailler ou faire autre chose, on n'est pas forcément le nez sur sa cuisine, ce qui est pas mal. Parce que ça s'apparente un peu à du logement étudiant. Un logement étudiant, comme c'est minimal, il faut vraiment rentrer dans les détails pour essayer d'offrir un maximum de confort, finalement. Et donc, la façade principale sur le parvis, mais vue de l'autre côté, en fait, et justement, à propos du parking, donc on n'a pas pu mutualiser, puis surtout, chacun, c'est typiquement français ça, chacun doit bien rester chez soi. Donc le parc relais a souhaité être clôturé par rapport à l'espace public, mais aussi clôturé entre le parc des résidents, la zone de stationnement des résidents, et la zone de stationnement ouverte au public. Donc là, on a choisi un modèle, vous savez, le modèle des grilles là, qui sont dans les commerces en général, qui se déplient et qui permettent aussi d'être démontables, parce que peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans ou demain, ils auront besoin de plus ou moins de place, soit l'un soit l'autre. Donc le parking est conçu pour être décloisonné à plus ou moins long terme. Et cette ceinture, en fait, qui est quand même assez transparente et esthétique, justement, a été reprise par le parc relais sur les 3 autres faces. Voilà, je crois que... Oui, alors, finalement, peut-être en conclusion, on a vu que c'était des programmes qui étaient peu compatibles. Il fallait réussir à faire quand même un seul bâtiment, dans un contexte pas facile. On a vu des tissus très différents. Voilà. Et ce qu'on se disait, parce que depuis, il va être exposé à Arcoraf, mais on l'a livré en 2017, donc on a commencé à travailler sur d'autres sujets. Et en revoyant ce bâtiment, on disait finalement, pour nous, on trouvait qu'il est assez lisible, il est simple, extrêmement rationnel. Et donc pour arriver à cette évidence-là, il y a un travail en continu qui se fait. Il y a des sélections aussi dans nos désirs. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'il va falloir conserver? Sur quel point il va falloir se battre, etc. Bon, au final, nous, on a eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet, même si c'était un peu dur, mais ça n'a pas été si long que ça, parce que ça a duré 2013-2017, ce qui est assez classique, même assez rapide même pour ce genre de réalisation. Et après, on a eu la chance parce qu'on a eu des bons chefs de projet chantier, bons chefs de projet côté EFAGE pendant les études, qui nous ont soulagés aussi de certains points qui sont un peu des fois des méandres administratifs et pas forcément excitants. Donc nous, on a pu bien se concentrer aussi sur l'architecture, ce qui est bien. Et la résidence, aujourd'hui, elle est pleine, parce que finalement aussi, il faut réaliser qu'il y a toute une catégorie de population, et notamment les jeunes, qui n'ont pas accès au logement. Donc les jeunes en formation, il y en a qui dorment dans leur voiture, ou il y en a qui sont en scooter et qui ont 2 heures de trajet tous les matins. Et ça, je pense que c'est difficilement admissible. Et ce type de logement pour des courts séjours sont vraiment importants dans les zones de formation et des zones tertiaires et industrielles comme celle de Pessac. Voilà, je crois qu'on a fait le tour.